Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la même formation accident d'exposition au sang et aux liquides biologiques sur votre site web www.lafaculté.net avec un tout petit tiret sur la faculté. Après prise en charge immédiate, qui constitue un pilier de la prise en charge et qui consiste en deux choses, les soins immédiats et l'accueil des informations et l'évaluation du risque de transmission, on est arrivé à la prise en charge proprement dite. On commence avec la hantise de ces accidents qui est la transmission du VIH et le traitement post-exposition. On commence par les délais de mise en route du traitement. La décision de mise en route d'une prophylaxie antivirale est faite en urgence, si possible avant les 4 heures. Sinon, avant les 48 heures parce que après ce délai, ce traitement est sans intérêt. Cette décision est prise par le médecin infectiologue qui est le médecin de référence dans ce cas. Sinon, si ce dernier n'est pas présent, par le médecin d'urgence qui pourra s'appuyer sur les conseils téléphoniques d'un médecin infectiologue par exemple. On ne va pas prendre cette décision pour tout le monde. Alors, qu'en faut-il traiter? Pour trancher dans cette question, on va avoir recours à des critères de décision qu'on va répartir en deux groupes. Le premier, c'est le risque et la nature de l'exposition. Par exemple, si on parle des circonstances de survenue de l'accident, s'il y a ou pas une effraction cutanée, par piqûre, par coupure ou autre, s'il y a une exposition sur peau lésée, surtout si ceci est supérieur à 15 minutes, s'il y a une exposition muqueuse, s'il y a une morsure, griffure ou pas. Le deuxième groupe de critères, c'est le statut sérologique du patient source, bien sûr le statut sérologique VIH. Dans le cas où le patient source est séropositif, le traitement est recommandé dans 90% des cas. Il y a un seul cas où ceci n'est pas recommandé, c'est en cas de morsure ou de griffure parce que c'est pas une voie vraiment potentielle de transmission. Dans le cas où le patient est est de sérologie inconnue, il y a un seul cas où le traitement est recommandé, c'est celui où le patient source présente des facteurs de risque significatifs de séropositivité. Je m'explique. Et comme on a déjà dit, les facteurs de risque significatifs sont l'homo et la bisexualité masculine, la toxicomanie intraveineuse et l'origine d'une zone endémique de VIH. C'est bon, on a décidé de traiter notre patient. Gardez en tête, on ne va pas entamer le traitement directement, mais on va faire un bilan préthérapeutique. On va demander la numération formule sanguine, les plaquettes, les transaminases et le bêta-HCG plasmatique chez la femme pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte. Entre parenthèses, il y a deux autres choses qu'on va prescrire. La première des choses, c'est la contraception mécanique, comme les préservatifs masculines, les diaphragmes chez la femme, et ceci pendant 3 mois, parce que c'est le seul moyen contraceptif qui prévient la transmission des infections sexuellement transmissibles. Dans notre cas, c'est le VIH et le VHB. La deuxième des choses, c'est demander aux patients de s'exclure du don de sang pendant 3 mois.
parce qu'il y a un risque majeur de transmission avant la séroconversion. On arrive à la mise en route du traitement qui va comporter une trithérapie, généralement deux analogues nucléosidiques et une antiprotéase. Dans le cas où notre patient source est séropositif connu, le choix du traitement se fait au cas par cas, en prenant en compte plusieurs paramètres, par exemple le stade de la maladie, la charge virale, le nombre de CD4, le traitement en cours, etc. Et ceci par un médecin infectiologue qui est le médecin de référence dans ce cas dans notre pays. La prophylaxie est prescrite pendant 3-4 jours initialement, puis le patient doit revoir le médecin infectiologue qui réévalue la prescription initiale et décide de sa poursuite ou non pour une durée totale de 28 jours. On va parler de la prophylaxie post-exposition du VHB. Normalement, tout personnel soignant et de laboratoire est vacciné contre le VHB. Le risque de transmission du VHB au cours d'un accident d'exposition au sang est nul, je dis bien nul, chez les répondeurs à la vaccination. Alors, vaccinez-vous. Il n'est même pas nécessaire de faire des rappels de vaccination si un titre d'anticorps anti-HBs supérieur à 10 unités internationales par millilitre a été constaté au moins une fois à l'issue d'une primo-infection complète. Alors, s'il vous plaît, après la troisième injection de votre vaccin, faites le titre des anticorps anti-HBs pour s'assurer que vous soyez des répondeurs au vaccin. Maintenant, si le patient source est HBs positif ou si la sérologie est inconnue, on doit faire quelques mesures préventives. Surtout si la victime est non vaccinée ou peut-être non répondeur à la vaccination anti-VHB ou même parfois vacciné mais n'ayant jamais contrôlé son titre d'anticorps anti-HBs. Alors il faut faire deux choses. La première, c'est une injection intramusculaire d'immunoglobulines humains anti-VHB. Et la deuxième, c'est de débuter le même jour la vaccination anti-VHB. Juste une petite remarque. Les immunoglobulines et le vaccin sont injectés à deux sites différents pour ne pas neutraliser l'un l'autre. Comme on le sait tous, le schéma de vaccination contre le VHB contient 3 vaccinations, une première, une deuxième à 1 mois d'intervalle, puis une troisième au 6e. Pour le VHC, il n'existe pas de traitement prophylactique, mais une prise en charge rapide d'une éventuelle infection aiguë post-exposition permet d'améliorer l'efficacité du traitement antiviral. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder la dernière vidéo sur cette formation et n'oubliez jamais, soyez fidèle à votre site web www.lafaculté.net avec un tout petit tiret sur la faculté.
À bientôt.